Nous sommes le 1er avril de l'an de grâce 2018, un jour tout à fait particulier pour le monde religieux, on va dire, pour le monde chrétien à travers le monde entier. On célèbre naturellement la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, on se rappelle qu'elle avait naturellement eu lieu le troisième jour et nous sommes donc rendus au troisième numéro de 7 jours en kiosque. Eh bien, une tribune qui se veut naturellement revendicatrice des libertés politiques, économiques et j'y arrive d'ailleurs religieuse. Eh bien, on sent laquelle l'Afrique sera davantage plongée dans une espèce de léthargie. Eh bien, la presse africaine, naturellement, a sa part de responsabilité dans ce processus de libération. Et ce soir, naturellement, nous allons nous pencher sur ces unes. Mais alors, les meilleurs qui ont, tout le long de cette semaine, défrayé naturellement la chronique. Tenez, par exemple, du côté de la République centrafricaine, un État qui est tout à fait, depuis quelques années, on va dire désormais, plongé dans une espèce de guéguerre, naturellement, entre Centrafricains, naturellement, avec donc la nouvelle Centrafrique qui était en kiosque tout le long de cette semaine. Le journal nous ramène donc à l'an 2, Touadéra en 2, un bilan sur fond de corruption politique et du pire au niveau humanitaire. Laissez donc entendre la nouvelle Centrafrique tout au long de cette semaine. Corbeau News, toujours dans ce pays qui est aussi revenu sur cette actualité, a plutôt choisi la forme interrogative et au journal détitré donc en cette semaine, revenant naturellement sur cet anniversaire-là. Quel anniversaire pour les 2 ans de pouvoir du président Faustin Archange Touadéra? C'était donc là la grande interrogation retenue par nos confrères du journal Corbeau News. Et bien, du côté de l'Afrique de l'Ouest, on se rappelle naturellement et on s'en souvient que les patates chaudes sont naturellement à l'ordre du jour avec la presse donc de ce côté-là. Nous allons du côté du Sénégal avec donc le journal quotidien revenant sur le procès du maire de Dakar. Le quotidien en kiosque cette semaine titrait donc dans sa livraison de vendredi 5 ans pour Khalifa Sall, libération. Parle pour sa part à sa une de lourdes condamnations donc du maire de Dakar et note un quinquennat pour Khalifa Sall. En plus de sa condamnation à 5 ans de prison, nous dit le journal, eh bien, de prison ferme requise contre lui. Le tribunal a d'ailleurs ordonné, nous dit la même source, la confiscation de tous ses biens. Eh bien, l'ancien maire de Dakar qui est donc désormais dans les geôles du côté du Sénégal. On sortira naturellement de cette grande émission, on vous l'a dit, à l'entame de cette autre édition que le monde entier célèbre naturellement la résurrection du Seigneur Jésus-Christ avec donc le quotidien Le Pays du côté de la Côte d'Ivoire. Le journal nous apprend d'ailleurs que si Pâques est négligé, ce sera donc grave pour les chrétiens, a déclaré Mamadou Karambiri dans les colonnes du dit journal. Mesdames, Messieurs, voilà donc un tout petit peu brossé l'actualité telle que traitée cette semaine par nos confrères de la presse écrite, presse cybernétique et même quelques journaux. Il ne reste qu'à souhaiter à nos nombreux téléspectateurs de bien s'asseoir dans le fauteuil, question de nous conduire dans ces 90 minutes, le temps que durera naturellement cette autre paire de manches de 7 jours en cours. Sur ce plateau, donc, Pierre Claver Kodo, vous êtes invité permanent sur Afrique Média Télévision dans le cadre naturellement de l'édition 7 jours en cours. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir Armand et surtout un gros bonsoir à ces milliers de téléspectateurs qui désormais ont plus l'habitude de nous relancer rendez-vous que nous prenons avec chaque dimanche. Un jeune loup aux incisives assez très longues, Armand Jalleux, vous nous faites encore l'honneur et l'amitié de vous prêter à ce grand jeu que j'ai l'habitude de dire, proscrit aux diplômés, mais tout simplement prescrit aux intellectuels. Merci en tout cas de nous retrouver sur cette autre édition de 7 jours en kiosque. C'est un plaisir d'être là ce soir pour partager énormément avec la presse africaine. Je salue vos millions de téléspectateurs. Non, ils sont désormais pas milliards. Milliards. Je passe sous le contrôle du père Claver Code et Dexix qui nous assiste d'ailleurs dans le cadre de cette autre émission. D'accord. Dans ce cas, c'est vous qui maîtrisez bien la nomenclature. Je dois saluer particulièrement Dolia Mfouba qui nous suit du côté de l'Allemagne. Voilà, c'est une sœur qui nous suit énormément là-bas. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir pour échanger sur ces nombreux titres dont vous avez annoncé tout à l'heure à l'entame de l'émission. On rappelle qu'il sera donc, ils seront nombreux par téléphone, comme c'est de tradition dans le cadre de cette émission. Directeur de publication pour le journal Le Messager, Alex Gustave Azébazé, journal Le Diapason depuis Yaoundé, François Bokeh. Et bien du côté de la Côte d'Ivoire, Yacoubé Niavé du journal LG Info Le Temps sera également des nôtres, mais surtout en Côte d'Ivoire. Et bien la nouvelle recrue de ce soir s'appelle donc Monsieur Zong Mengue, journaliste et directeur de publication pour le magazine Forever. C'est justement avec lui que nous allons planter naturellement le décor. Après donc on est pris connaissance de ces unes, effectivement, qui sont en kiosque, alors qui étaient en kiosque du côté de la Côte d'Ivoire, en attendant naturellement que la technique entre en contact
avec M. Zhang depuis la Côte d'Ivoire. En kiosque dans cette semaine, c'était Gabon Rousseau qui est revenu donc sur cette crise post-électorale qui s'annonce désormais, ou alors qui s'enlise davantage du côté de la Côte d'Ivoire à la une d'Ordre Journal. Nouveau sitting au Trocadéro le 31 mars dernier, donc du côté de la France. Et bien, le journal fait savoir que les Gabonais de France regroupés au sein de la diaspora résistante ont organisé un sitting le 31 mars au Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris. Au programme donc l'hommage à Jules Artistique Bordès. Le boycott des élections législatives prévues cette année du côté du Gabon, lieu de contestation donc privilégié des Gabonais de France après la présidentielle de 2016. On se rappelle, dans ce pays-là, la place du Trocadéro a été le théâtre d'une nouvelle manif. C'était donc le 31 mars, en effet. Un sitting, il sera donc organisé par la diaspora résistante, selon donc une annonce publiée à cet effet. Un autre journal qui est revenu sur cette autre actualité, c'est donc le journal de M. Zhang Mengue, législative donc de 2018. La coalition pour la Nouvelle République fait le standing block, retient donc le magazine, me fait signe d'ailleurs que M. Zhang Mengue est donc désormais en ligne sur cette grande actualité qui concerne naturellement les législatives à venir du côté du Gabon. Monsieur Zhang Mengue, bonsoir. Vous nous contactez depuis le Gabon. En tout cas, heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette autre édition de 7 jours en kiosque. Alors, on veut savoir naturellement comment se porte l'actualité autour des législatives prévues au Gabon dans votre pays après un bon nombre de reports. Vous avez la parole, monsieur. Bonsoir. Écoutez, pour répondre à votre question, je dirais que les élections législatives devraient se tenir en avril. Là, nous sommes en avril et ces élections peuvent être rapportées une fois de plus pour plusieurs raisons. Il y a la réduction de liste électorale. En effet, l'option de révision de l'électorale devrait commencer dans les prochains jours. C'est une sort sur le site Iboga le 29 dernier du ministre de l'Intérieur et d'État au budget, M. Lambert Mata et son collègue Jean-Fidèle Otando. Cette fois, accompagné du directeur commercial d'Afrique, le caractère Gemalto, ils ont tous le matériel maintenance optimale. Donc, de la vie qui travaille d'arrache-pied, il restera tout simplement dans le logiciel les dates du scrutin, la configuration des nouveaux sites suite au niveau de page électorale qui a eu récemment lieu. Et ceci va permettre de faire en sorte que le démarrage de l'effort de mars ait une effectivité. Bon, ensuite, il y a la grande problématique de la nationalité du Conseil gabonais des élections, appelé à organiser désormais des élections au Gabon en lieu et place de la Sénat. À ce niveau aussi, le ministre de l'Intérieur, M. Lambert Mata, a reçu jeudi dernier les leaders des formations politiques de tout Paris, c'est-à-dire que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition, devant la presse nationale internationale. Le ministre a répondu qu'il revenait au centre gabonais des élections de fixer la date précise des élections. Car c'est à lui seul, c'est-à-dire désormais au nouveau conseil gabonais des élections, d'organiser les élections au Gabon. Manifestement, le ministère de l'Intérieur, comme vous savez, longtemps accusé par l'opposition politique gabonaise de partialité pour son implication dans les élections, cherche de la classe politique à travers la mise sur pied du Conseil gabonais des élections. C'est-à-dire que pour une institution lourde, stratégique, qui disait n'a pas encore pris corps. Tout laisse présager que le Conseil gabonais des élections, une fois sur pied, pourrait à son tour constater des cas de force majeure à même de constituer la date d'élection qui, il faut le signaler, devrait se tenir au tard le 28 avril, comme annoncé par la Cour constitutionnelle. In fine, les élections législatives au Gabon s'avèrent certaines, mais lointaines. Voilà, pour partager un chef d'État, c'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Alors, Monsieur David Zhang, on a vu, c'était donc le 31 mars dernier du côté de la France, ces manifs pour protester ces élections législatives. Finalement, on parle de protestation
en protestation. On se rappelle qu'en 2016, naturellement, il y a eu cette... Alors, voilà, je ne vous suis pas très bien. Vous pouvez reformuler votre question. D'accord. On a eu le 31 mars dernier ces manifs du côté de la France pour protester la tenue de ces élections législatives du côté de la France. On se rappelle naturellement que ce sont les Gabonais de la diaspora qui constituent naturellement cette, on va dire, cette résistance du côté du Gabon. C'est quoi finalement le problème? On a quitté des élections, de la résistance après les élections présidentielles. Aujourd'hui, les législatives font également son sujet de bon nombre de contestations. C'est quoi le nœud gordien dans ce dossier? Vous savez, la diaspora gabonaise, voilà, elle brille par un certain parti. Nous le voyons tous dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et tout. Bon, pour cette diaspora, il est clair, elle estime qu'il est hors de question d'aller aux élections législatives organisées par un pouvoir qu'elle qualifie de légitime. On a été coupé par M. Zang. On va donc revenir sur ce plateau finalement. Pierre Claver-Kodo, cette diaspora-là qui qualifie le gouvernement de M. Ali Bongo Ndimba, tel qu'on a suivi naturellement tout à l'heure par M. Zang, d'être un gouvernement illégitime après 2 ans de majesté. Est-ce qu'on peut l'affirmer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le déclarer aujourd'hui? Oui, Fabrice, je crois qu'il faut déjà retenir que lorsqu'on parle de diaspora, on la regroupe juste à ceux qui sont contre les régimes en place. C'est un peu se tromper, parce que s'il y a une diaspora qui existe, qui est anti-régime, il y a aussi celle qui est pour le régime. Alors, s'il y a une partie de la diaspora, ce qui est d'ailleurs évident, il y a une partie de la diaspora, des diasporas africaines en général, du côté de la France, qui sont pour, et une autre partie contre. Si celle-là a manifesté le 31 au Trocadéro, ne seront pas surpris que celle qui est pour manifeste aussi dans quelques jours pour soutenir le régime en place. Donc je ne voudrais pas qu'on se serve de cette manifestation comme un indicateur pour s'assurer s'il y aura eu ou non l'élection au Gabon, les élections législatives au Gabon. Mais je crois plutôt qu'il faudrait que le gouvernement gabonais prenne en compte toutefois ces revendications, parce que son problème, c'est Ali Ben Bongo a le rêve consolider son pouvoir au niveau du Parlement. Et par conséquent, il doit écouter toutes les couches, toutes les forces vives de la nation, et la diaspora y compris. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite si, comme l'évoquait notre confrère du côté du Gabon, si c'est un problème de révision, si ces listes électorales ne sont pas disponibles, bon, ou alors il y a d'autres problèmes techniques qui nécessitent des réglages. Je crois qu'il est temps pour le gouvernement gabonais de procéder à ces réglages et de garantir la tenue d'une élection si elle est déjà officiellement programmée pour le mois d'octobre. Parce que le 28, probablement. En tout cas, on est parti on a eu bon nombre de reports. On espère tout simplement que le 28 avril, finalement, on aura ces élections législatives. En attendant qu'on nous fasse ici, M. Zon est encore en ligne. Alors, Armand Diallo, cette coalition pour la Nouvelle République, naturellement chapeautée par M. Jean-Ping, on l'a vu depuis bon nombre de temps, qui un tout petit peu constitué, on va le dire, un véritable blocus au processus électoral, que ce soit du côté de la présidentielle. On se rappelle naturellement qu'il y a quelques mois, M. Jean-Ping appelait naturellement tout simplement ces partis politiques à ne pas prendre part à ces élections législatives. Finalement, elles ont fait volte-face parlant de ces partis politiques et ont donné leur OK pour la participation à ces élections. Quelle lecture faites-vous de cette actualité du côté du Gabon? D'abord, participer à une élection, c'est une bonne chose, parce que quand un parti politique, surtout de l'opposition, ne veut pas aller à une élection, que ce soit législative ou présidentielle, ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle quasiment un peu la table rase. Le parti au pouvoir va aller tout décider pour vous. Et puis au Parlement, quand on parle des élections législatives, il n'y aura pas ce qu'on va appeler le contre-pouvoir dans cette partie du pays. Ce que moi je remarque ici, c'est qu'une élection qui est en avril, et puis on repousse, qu'on a d'abord énormément repoussé, ça montre qu'on a ce problème quasiment un peu en Afrique, le problème du calendrier électoral, où on pense que c'est le président de la République qui est censé tout détenir, alors qu'on a une commission électorale, qu'on est indépendante dans les autres pays. Dans la quasi-totalité des pays francophones, on a ce qu'on appelle des commissions électorales. C'est à eux, c'est des organes autonomes, c'est à eux véritablement d'organiser ce qu'on peut appeler le système électoral, avoir un calendrier électoral. On sait par exemple qu'en janvier, on peut avoir les municipales, en février, on peut avoir les législatives, ainsi de suite. Donc, on est encore dans les pays africains véritablement tergiversés sur des problèmes élémentaires
en démocratie. Maintenant que les gens manifestent du côté de la France pour estimer qu'un gouvernement qui est là en place depuis 2 ans et qui est reconnu parce qu'on peut dire à l'international, parce qu'Ali Ben Bongo voyage, il était du côté de la Chine, je crois, en début d'année, il participe à beaucoup de forums, et ainsi de suite, et c'est encore lui qui est resté le chef de l'armée dans ce pays. Donc ça, c'est des problèmes quasiment un peu élémentaires. Et je pense que les Africains doivent traverser ce type de problème, c'est-à-dire que quand une élection présidentielle, comme ce qui s'est passé en 2016, du côté du Gabon est terminée, qu'après il y a eu des contentieux électoraux, si la Cour constitutionnelle a donné raison, qui est quand même l'organe, la plus haute organe quand même de ce pays. Si la Cour constitutionnelle a donné raison à Ali Ben Bongo, qui est le président de la République, Jean Ping s'autoproclame. Je suivais un dernièrement qui était interdit de sortir du pays. Ça veut dire qu'il n'aime pas ce pays. Donc, il doit faire table rase. Les Gabonais doivent comprendre qu'ils ont des problèmes d'eau, ils ont des problèmes de route, et que ce n'est pas Ping qui les aide peut-être à revenir seulement dans des années-lumière en arrière. Il faut traverser, moi je pense, ce genre de problème. Et regardez, l'opposition ici gagnerait dans un pays un peu comme le Gabon à faire bloc pour être un contre-pouvoir au niveau de la prise de décision. Sauf que cette opposition-là, on a justement l'impression que le rôle finalement en rang dispersé ne fait pas peut-être starting bloc pour naturellement bousculer le gouvernement de Libreville. C'est de façon, on va dire, plutôt normale. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est un peu ça, quasiment un peu le mal de l'opposition en Afrique. Vous voyez dans des pays un peu comme, on va prendre un pays comme l'Allemagne, où Angela Merkel a pris des jours pour avoir la majorité et pour être chancelière. C'est-à-dire que l'opposition en Afrique, et surtout en Afrique francophone, parce que dans des pays d'Afrique anglo-saxons, ils ont compris ce mécanisme. Chez nous, on a encore des égos surdimensionnés, qu'on pense que telle est de telle logique. Dans les pays Afrique francophone, tout le monde veut être président de la République, tout le monde veut être président des partis. Or, si on veut un réel changement, vous avez vu par exemple qu'en Gambie, l'opposition s'est mise ensemble et un président est parti démocratiquement. Donc, pour ceux qui vantent la démocratie, pour moi, ce n'est pas le plus meilleur système au monde. Mais si on veut qu'il y ait plus le statu quo, qu'il y ait des nouvelles hommes qui arrivent peut-être à la tête des États, l'opposition gagnerait à fusionner. C'est un peu ça la différence d'idée. Et on ne peut pas me dire que depuis que Omar Bongo est mort du côté du Gabon, cette opposition n'a pas jusqu'ici trouvé un candidat idéal pour le changement. Ça veut dire que l'opposition, elle-même, elle est là du côté du Gabon, et comme dans des autres pays, pour le statut quo. Est-ce qu'elle est regroupée autour notamment de cette coalition pour la Nouvelle République, pilonnée, chapeautée par M. Jean Ping, qui lui-même également est en perte de vitesse, on va le dire, depuis naturellement ces élections perdues en 2016, en août 2016, et qui avait naturellement conduit à ces échauffourées que l'on observe jusqu'à aujourd'hui. Alors finalement est-ce que, on va dire, le véritable souci aujourd'hui de cette nation gabonaise, c'est finalement monsieur Jean Ping, j'ai envie de conclure. Oui, je crois que M. Jean Ping ne fait déjà pas preuve d'assez de patriotisme, parce que pour lui, il faut mettre le Gabon à feu et à sang pour lui qu'il soit président de la République. Il nous l'a démontré. Il a fallu que son adversaire fasse preuve de beaucoup de retenue, sinon le Gabon sera un îlot de chaos, autant que les autres pays africains, la Côte d'Ivoire et autres. Et puis, le plus dramatique, c'est que tous ces gens, tous ces agitateurs politiques ou alors politiciens, n'agissent vraiment pas dans l'intérêt de leur pays. Quand vous essayez de mener une enquête sur leur motivation, vous vous rendrez compte qu'il est sous les ordres des forces étrangères. Et ce sont ces forces étrangères-là qu'il entend servir. Ce sont ces forces étrangères-là qu'il doit des soutiens. Alors, si Jean Ping continue à jouer à ce jeu-là, je crois que les Gabonais de plus en plus comprennent que Jean Ping, c'est un double fait qu'il faudra à terme mettre de côté, écarter de la scène politique gabonaise. Mais maintenant, il faudrait qu'une troisième voie soit trouvée, c'est-à-dire qu'une troisième force politique naisse au Gabon pour pouvoir tenir un discours qui puisse cristalliser les attentes de tous ceux-là qui
qui sont partis du mouvement des gens pis. D'accord. On va rester au Gabon avec cette fois-ci Gabon Économie qui était naturellement en ligne, disponible en ligne quasiment depuis quelques jours. Et le journal nous parle de l'insécurité qui vraisemblablement serait galopante à Libreville, à la une d'ordre journal, quand le phénomène finalement échappe à ce gouvernement de M. Ali Bongo. Braquage à main armée, vol à l'arraché, viol, assassinat. La vie à Libreville semble désormais, nous dit le journal, être un véritable calvaire. Le tout au vu et au su des forces de sécurité qui paraissent elles aussi impuissantes devant donc une insécurité à grande échelle dans une ville où toute sortie de jour comme de nuit rime désormais avec la peur d'être dépouillé et de se faire agresser ou même de laisser la vie telle que nous révèle ce matin Gabon Économie. Alors finalement, les capitales économiques ou alors politiques du côté de l'Afrique sont quand même sujets de quelques faits d'insécurité, notamment mon cher Albert. Rodolphe Diallo. Oui, et c'est triste parce que tout à l'heure on parlait de ceux qui se déchirent pour pouvoir, ceux qui ont la boulimie de ce pouvoir. Et on parlait de Ping et on voit que simplement à la capitale, il y a l'insécurité. Quand on parle ici, c'est l'insécurité, ça veut dire que la population de la capitale ne peut pas se déplacer aisément, peut-être pour aller au supermarché, pour aller dans un marché de quoi, pour aller voir un ami ou pour aller regarder un match de football. Dans un stade de football, et ça devient très inquiétant quand un État ne peut pas maîtriser sa sécurité intérieure. Ça montre qu'il y a défaillance quelque part. Que fait la police gabonaise puisque la police est là pour maintenir ce qu'on appelle la sécurité intérieure? Que fait donc cette police gabonaise pour rassurer davantage la population? Elle est peut-être débordée. On parle de braquage. Mais si elle est débordée, je ne sais pas s'il y a la gendarmerie dans ce pays. L'armée peut venir au secours. L'armée n'est pas que là pour aller mater les gens quand il y a des manifestations. Si elle est débordée, on peut. Je crois qu'il y a des éléments spéciaux dans cette armée qui peuvent maîtriser quasiment un peu l'insécurité. C'est quand même la capitale gabonaise. Donc, s'il y a des braquages, si en ce moment-là, voilà les sujets normalement que la population, la société civile doit se lever pour aller et pour pousser l'État gabonais à véritablement faire en sorte qu'il soit en sécurité. Voilà des sujets que Ping aussi peut mettre devant. Ping n'est pas que là pour dire qu'il est président à tout prix, à tous les prix quasiment. Donc ça devient problématique. Ça devient problématique parce qu'un vrai politicien, qui soit au pouvoir ou qui est dans l'opposition, un projet de société. Son rôle premier, c'est de rassurer la population. Voilà. Et c'est dommage que dans nos sociétés en Afrique, on soit encore au niveau quasiment un peu de jonglage. Ce n'est pas une réalité simplement, hein, même dans les capitales économiques, l'insécurité, il y a des zones, des moments où dans certaines capitales, tu ne peux pas passer. On va nous dire que ce n'est pas une réalité simplement, que même du côté des États-Unis, à New York, il y a l'insécurité parce que là-bas, le port de l'arme est même autorisé. Mais dans une capitale, s'il y a un braquage à main, ainsi de suite, il faut revoir le système de sécurité parce que même ce pouvoir peut être à un moment supprimé. D'accord. Alors, Pierre Claver-Kodo, lorsqu'on s'appelle Libreville, on sait quand même ce grand brassage de monde, une capitale assez cosmopolite. Est-ce que finalement, ce n'est pas le fait des arrivées, des présences étrangères et même nationales qui finalement sera à l'origine de cette insécurité assez galopante que l'on observe depuis quelques temps selon nos confrères du côté de Libreville? Fabrice, je crois que la lecture est bonne, la lecture que tu fais est bonne, mais elle me semble un peu tirée par les cheveux dans la mesure où il faut remonter sur le contexte dans lequel les pays africains se retrouvent au lendemain des programmes d'ajustement structurel durant lesquels tout leur outil de production a été démantelé. On a vu naître de nouvelles processions, par exemple les conducteurs de moto, les baiseurs, les colboxeurs, on a vu les plumeurs de poulet ou les déplumeurs de poulet, on a même vu les écailleurs de poissons. Vous savez, ça fait des millions et des millions d'Africains qui sont au chômage parce que la France a décidé de s'approprier du jour au lendemain un outil de production pour nous maintenir, pour maintenir l'Afrique francophone dans la revenir tout à l'heure dans le cadre des relations c'est une introduction entre la France et l'Afrique. C'est une introduction. On ne peut jamais évoquer ce sujet-là, c'est la permission. Donc maintenant, je dis, pourquoi est-ce que nos dirigeants sont simplement débordés par un phénomène qui a pris un ampleur qu'ils n'arrivent plus à contrôler? Je prends le cas, dans deux pays qu'on appelle le Cameroun, vous retrouvez les besquinaires partout, même au fond des villages. Et ces besquinaires, s'ils ne faisaient pas, ils n'étaient pas des conducteurs de moto, ils seraient des agresseurs. Mais il y en a qui commencent à conduire la moto, puis après cela, c'est plus des agresseurs. Pourtant, ils n'ont pas choisi d'être besquinaires. Il y a même des diplômés de l'enseignement qui se retrouvent. Ça, je vous le conseille, de mon cher Claver-Kodo. Alors finalement, s'il doit y avoir une formule magique pour
adresser ce soir au gouvernement gabonais qui forcément est à l'écoute de cette autre édition? Le gouvernement gabonais doit reformer sa police, c'est-à-dire pour donner confiance. Il y a, je crois, c'est un pays aussi où les jeunes chôment là-bas. C'est au gouvernement de leur assurer. C'est un pays où on parlait tout récemment de la corruption, où les fonctionnaires volent énormément pour eux seuls. C'est-à-dire que quelqu'un s'accapare des milliards. Ces milliards peuvent acheter des véhicules, ces milliards peuvent acheter des caméras de surveillance pour sécuriser d'abord la capitale, parce que c'est là-bas le centre névralgique, et puis aller dans les autres zones périphériques. Ces milliards peuvent former des Gabonais, des milliers de jeunes Gabonais pour une police de proximité, pour rassurer davantage. Même si on dit ici, nos États maîtrisent quasiment un peu tout ce mécanisme, mais c'est dommage que quand on nomme quelqu'un ministre, quand on nomme quelqu'un directeur général ou sous-directeur, il pense qu'il doit prendre tout l'argent du peuple pour lui et sa famille. Et c'est à ce moment que ça devient un peu problématique. C'est à l'État gabonais, Ali Bongo, qu'on me dit souvent qu'il fait du jogging à Libreville, il court, il quitte pour aller de son bureau, lui-même le volant de sa voiture, ça rassure. Il n'a pas de garde de corps, ça montre à un moment qu'il a confiance à sa population. Il doit davantage rassurer en formant des policiers compétents qui sont au service des Gabonais. Moi, je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut, que lui-même peut construire un vivre ensemble qui est normal, qu'un autre Gabonais n'ait pas peur de l'autre. Mais il y a surtout que, comme le doyen disait tout à l'heure, certes, il y a que les États postcoloniaux qui ont été quasiment un peu mis en place sont des États qu'on peut dire qui ne sont pas libres, mais il faille quand même que ceux à qui le peuple a confié le pouvoir doivent se surpasser à un moment donné, pour savoir qu'on peut être coincé, mais on peut faire l'essentiel pour que cette population soit dans le mieux. Moi, je fais partie d'une génération aujourd'hui qui pense qu'il ne faut pas forcément rester dans le chemin pour accuser que non, mais qu'il faille contourner la situation, qu'on est là pour mieux avancer. Ce n'est que comme ça qu'on peut dominer l'oppresseur qui est le blanc. D'accord, bien compris mon cher Armand Diallo. On va donc aller du côté de la République démocratique du Congo. C'est vrai, ce soir on ne parlera pas de ces élections en perspective dans ce pays-là, mais on parlera, ou alors on parle ce soir d'un parti politique qui est aussi ancien parti politique de l'opposition. Ça, il faut quand même le retenir avec le quotidien, donc la prospérité qui nous a lancé cette semaine, qu'à l'UDPS, eh bien, le successeur de M. Étienne Tshisekedi devrait probablement être reconnu ce week-end. Eh bien, on va d'abord embrayer avec naturellement cette information pour confirmer avec naturellement d'autres sources d'informations ce pays-là que donc finalement le successeur de M. Étienne Tshisekedi est donc désormais connu du côté de la République démocratique du Congo. C'est donc Félix Tshisekedi, eh bien, vous l'aurez donc compris, c'est donc le fils de l'autre qui revient donc aux affaires et prend donc désormais les rênes de ce parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social en République démocratique du Congo. C'était donc à l'issue du vote qui s'est déroulé dans la nuit de vendredi 30 mars. Au fils donc du feu, Étienne Tshisekedi a obtenu 790 votes, soit donc 98,38% contre 8 pour son challenger Guy Bao. Et on rappelle naturellement que 803 personnes ont donc participé à ce vote. Alors, doyen d'âge, M. Pierre Claver-Kodo, on a donc l'UDPS qui connaît désormais son successeur à la personne de Félix Tshisekedi, qui succède naturellement à son père. En fait, je dis naturellement parce que c'est ce que nous révèle l'information de ce côté-là. Rien à voir naturellement avec ce que d'aucuns peuvent naturellement croire que c'est une chasse gardée désormais de Tshisekedi. Oui, mais quand vous voyez comment est-ce qu'il a gagné haut la main cette place, vous comprendrez que moi je ne peux pas accuser la famille Tshisekedi, j'indexe plutôt le peuple congolais qui fait preuve là d'une certaine immaturité, parce que ce sont les représentants des militants qui ont voté, qui ont accordé leur suffrage au fils Tshisekedi. Alors ça signifie que nous sommes dans une démarche de mise en place des monarchies politiques en Afrique. Et si dans l'opposition ça marche, alors pourquoi est-ce que les gens se plaindraient que ça marche, que ça ne marche pas au niveau du régime? Il faut bien que ce soit ainsi partout. Et puis, non, la démocratie en Afrique demeure... Alors, Pierre Claver-Kodo a réussi à me faire sourire ce soir. Armand Diallo, Félix Tshisekedi qui succède naturellement son père dans un contexte politique un tout petit peu compliqué. On se rappelle naturellement que les élections présidentielles sont en cours dans ce pays-là. Alors, finalement, est-ce que c'est l'homme de la situation, peut-être pour la renaissance de l'UDPS? Non, d'abord, il n'a pas la carrure de son père. Son père, c'est
pour ceux qui suivent un peu l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est quelqu'un qui, au temps de Mobutu, a beaucoup fait parler de lui. C'est quelqu'un qui, au temps de Kabila Père, était aussi un grand opposant, même s'il a été dans le gouvernement de Kabila Père, et ainsi de suite. Vous voyez que son jeune fils n'a pas la carrure. Je crois que c'est l'un de ses premiers fils qui, d'abord, avait négocié avec Kabila, avec Joseph Kabila, qui est là, mais le père estimait qu'il était beaucoup proche de Kabila, et puis il a mis ce jeune aussi. Pour moi, son élection à la tête du parti n'est pas une surprise, mais ça montre surtout, comme disait le doyen tout à l'heure, que le changement n'est pas véritablement pour demain, et que même si Kabila torpille encore la constitution pour se représenter, il ne peut pas faire le poids actuellement devant Kabila, même si c'est le principal parti de l'opposition en République démocratique du Congo. Il y a quelque chose de particulier qu'ils trouvent un successeur quand eux-mêmes ne sont pas entendus pour que le corps le corps de M. Tshisekedi arrive finalement en République démocratique du Congo. Parce que non seulement il y a le problème avec l'État, mais il y a aussi les problèmes au niveau de la famille. Au sein même du parti. On se rappelle naturellement au décès même de M. Etienne Tshisekedi. Quelqu'un est mort. Depuis là, la morgue, ça fait quasiment un an, quelque temps. On est là, en fait, c'est quasiment... On se demande mais comment est-ce que les Africains vivent même au quotidien des choses aussi bizarres. Donc, moi je pense sincèrement qu'il y a des gens qui peuvent mieux faire dans ce parti, parce que lui, celui qui est élu là, il a une tendance un peu radicaliste. Et quand on voit aujourd'hui le statut politique de la République démocratique du Congo, on ne sait pas si on aura un candidat du côté au pouvoir, où c'est Kabila lui-même qui va encore se représenter. L'urgence n'est pas... On a une certaine presse qui nous fait quand même savoir qu'il y a cette dauphin-là qui serait donc peut-être préparé par M. Kabila pour le succéder, parce que visiblement on a l'impression que le taux s'est resserré autour de lui pour ces élections présidentielles en 2018. Non, ça dépend, hein, parce que hormis de ça, Kabila a encore le soutien de ce qu'on appelle la communauté internationale. Parce que s'il n'avait pas ce soutien de cette communauté internationale, c'est qu'on a déjà délogé là-bas. C'est un mec que moi je l'admire, si vous pouvez permettre le thème, parce qu'il est dans un pays essentiellement complexe, richement béni de Dieu, mais où la population meurt de faim. C'est des gens venus d'ailleurs qui puissent, malgré ça, que ce soit les gars de l'UDPS, ils ne comprennent pas que au fur et à mesure qu'on les divise, la manne du sol et du sous-sol profite seulement, et profite seulement à ceux qui sont venus d'ailleurs. Donc c'est un peu ça le paradoxe en Afrique, où pour sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui cet imbroglio, il faut que la population africaine doit énormément s'éduquer. Pour savoir que, puisqu'on est peut-être trop divisé sur les questions des élections, Kabila, vous avez vu que la CENCO, qui est la commission la commission épiscopale nationale s'en est mêlée tout récemment, parce que... Quel rôle elle a joué dans le cadre naturellement de ce processus électoral? Quel rôle elle continue même si permettez-moi le terme, même si c'est un président miracle qui arrive aujourd'hui en République démocratique du Congo, que tous les provinces, c'est quoi qu'on appelle encore provinces là-bas, n'ont pas des gouverneurs, des bons gouverneurs élus, si tous les provinces n'ont pas ce qu'on appelle un système de sécurité normal, avec la frontière qui est porose, celui-là risque de même pas mieux faire que Kabila. Tout à fait. Voilà, parce que c'est ça des vrais problèmes pour résoudre. Ils ont là-bas ce qu'on appelle, je crois que c'est la MONUSCO qui est là depuis des années. La MONUSCO elle-même ne parvient pas à véritablement mettre la paix. En voilà des problématiques que la population congolaise qui nous suit aujourd'hui doit voir que finalement le mal n'est pas forcément Kabila. Mais le mal provient peut-être d'ailleurs. Le mal, c'est le sol et le sous-sol. D'accord. Vous avez parlé de gouverneur tout à l'heure. On va parler d'un gouverneur très célèbre du côté de la République démocratique du Congo. Tout le monde connaît d'ailleurs cette personnalité. C'est donc M. Katumbi. On va s'intéresser à lui, mais cette fois-ci avec dans le journal Le Phare qui nous fait savoir à ça une double nationalité de Katumbi. Un débat dangereux pour la nation. Alors, Pierre Claver Kodo, ce débat refait toujours surface, celui de la double nationalité des dirigeants africains. Et bien aujourd'hui, plus que jamais engagé donc sur le chemin des élections présidentielles. Et bien aujourd'hui, on a remis au goût du jour la question autour de la nationalité, de la binationalité de M. Katumbi, sauf que nous précise la même source
Eh bien, ceux qui ont remis au goût du jour ce débat ont oublié qu'hier, il a naturellement exercé comme étant gouverneur du côté de la République démocratique du Congo. Donc, simplement, ce dossier devait être clos, mais pourtant, il est d'actualité du côté du Congo. Je parie qu'il a bénéficié d'une espèce de tolérance administrative pour exercer, pour être nommé gouverneur. Maintenant, cette question de double nationalité est une vraie épine sur le pied de l'Afrique parce que, à mon humble analyse, c'est une grosse escroquerie morale qui pousse nos cadres à se mettre plutôt au service des plus puissants et de délaisser leur pays. Vous vous rappelez l'actualité qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps. Il y a l'un des membres de nos gouvernements qui a été rattrapé hier parce que simplement on lui a retiré le passeport camerounais, mais il en avait d'autres qu'il pouvait utiliser pour sortir du pays. Donc je crois qu'il faut... Eh bien, beaucoup pensent naturellement que pour désormais avoir des dirigeants assez responsables et respectés sur le continent africain, il faudrait naturellement qu'on évite ce problème de double nationalité. Pourtant, quelque part, on ne serait pas en train de dire non à ces Camerounais, alors à ces Africains qui partent se faire former du côté de l'Occident et qui ont naturellement bénéficié de cette double nationalité. C'est un piège, Fabrice. Vous avez un pays comme le Canada qui est un grand importateur. Je parle d'importateur de cadres africains. Dans ce pays-là, on vous offre la double nationalité du moment où vous entrez en faculté. Du moment où vous êtes inscrit dans une faculté, on commence à voir comment est-ce qu'on peut vous accorder la nationalité. Parce qu'au Canada, un problème de fond. C'est la même chose avec, je crois, le Danemark, qui désormais demande même aux jeunes africains de se rendre de ce côté-là pour épouser les Danoises. Vous voyez jusqu'où ils en sont. Parce que c'est des pays dont la population a vieilli. La population a vieilli et ils ont des soucis, ces pays ont des soucis de repeuplement de leur pays et ne peuvent les repeupler qu'en puisant dans la souffrance des Africains, des Arabes et des Asiatiques. Alors, lorsque quelqu'un se retrouve avec une double nationalité, vous pensez qu'il se rappelle que dans son pays, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, alors que chez lui, c'est vrai qu'il paye sa facture de lumière, mais il marche sur des belles routes. Et puis, on n'entend pas trop parler des tournements des deniers publics, qui ne sont pas toujours l'œuvre exclusive des dirigeants africains, parce que les deniers publics, même, ça embrasse tout le monde, les responsables des transnationales. Alors, je crois que cette question de double nationalité, à mon avis, si on me demandait de trancher, j'allais faire preuve de beaucoup de rigueur, et c'est un échappatoire qui permet aux gens de bénéficier d'un passeport. Partager l'avis de Pierre Claver-Kodo, c'est un échappatoire sur la double nationalité, pour moi, c'est un faux débat. Aujourd'hui, dans un monde qu'on dit mondialisé, on gagnait mieux à être citoyen du monde que d'être... Certes, on vient... On ne va pas se voiler les yeux quand même sur... Non, certes, on vient d'un pays. Je regardais, je crois que c'était la semaine dernière, un match amical où c'était France, je ne sais pas si c'était France, Argentine ou Mexique. Quand vous regardez l'équipe de France, vous demandez si les Français savent jouer au football. Je veux un peu mon regard. S'ils sont des bons joueurs de football, parce que quand vous regardez l'équipe de France, vous avez l'impression que c'est une équipe africaine. Voilà, c'est une équipe composite. Et là-dedans, il y avait même deux Camerounais, Mbappé, on aime souvent dire Mbappé, je ne sais pas quoi, le M qui est devant, ainsi de suite. Mais nous, si on dit Mbappé, il y avait un autre Camerounais également. Donc, il faut transcender. Je regardais encore les réseaux sociaux ce matin, dimanche, j'ai vu qu'il y a, ça doit être une Camerounaise, qui a gagné sous le drapeau de la France. Je crois que c'est un championnat d'haltérophilie. Ça doit être quelque chose un peu véritablement du genre. Donc, il faut plus être citoyen de monde, savoir qu'on vient d'un pays, mais... Sauf qu'on a peut-être l'impression que du côté de l'Occident, on gère mieux ce concept de nationalité. Même ici, il faut bien en Afrique, ce n'est pas peut-être le cas. Vous allez prendre tous les ministres en Afrique. Tous les ministres ont au moins cette nationalité. Et le résultat là je dis tous les ministres en Afrique francophone, au moins cette nationalité. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent à faire en sorte que ça leur profite. Et que même les présidents de la République, je suis désolé, ont des doubles nationalités, s'arrangent à ce que ça leur profite. Et que c'est le bas peuple là, qu'on vous torpille un peu comme on veut, ainsi de suite. Il faut transcender le problème de la double nationalité. Pour moi, c'est un problème essentiellement solidaire. Le doyen parlait tout à l'heure du Cameroun, nous dit qu'on refusait la double nationalité à l'époque parce qu'on avait peur que ceux qui devaient venir d'ailleurs ou devaient brader, ainsi de suite. Je ne maîtrise pas mieux ça. Mais pour moi, aujourd'hui, je pense que le problème de la double nationalité n'est plus... c'est un problème élémentaire, sujet à questionnement. D'accord, en 30 secondes, doyen voilà. Je voudrais quand même chuter et recadrer mon propos.
La double nationalité, ça je le répète, pour moi c'est une escroquerie très dommageable pour les Africains parce que elle met en exergue 2 poids, 2 mesures. Et elle devient surtout pour nos dirigeants qui sont comptables des actes de prédation, de prévarication des caisses du trésor public, un passe-droit. On a vu avec les avocats qui ont été interpellés, on a vu avec des hommes d'affaires qui ont été interpellés et qui finalement ont recouvré la liberté parce qu'ils avaient une nationalité étrangère. Alors, nos pays ne sont pas encore assez solides pour pouvoir faire face à ces puissances occidentales et prétendre mettre les binationaux ou pas. C'est là la question. Parce que nos binationaux ne sont pas assez patriotes ou alors assez nationalistes pour dire « Ok, je privilégie l'intérêt du Cameroun à celle de ma deuxième nationalité ». C'est vraiment là la question à mon avis. C'est tant qu'ils ne peuvent pas, et ils ont des raisons pour ne pas privilégier l'intérêt du Cameroun, parce que le Cameroun c'est un pauvre pays, ou alors les pays africains sont des pays qui sont en plein marasme, qui ne leur offrent pas les mêmes avantages que les pays occidentaux. En tout cas, l'information, vous la retrouvez cette fois-ci dans les colonnes du quotidien Le Phare, qui est naturellement en course, qui est en ligne depuis cette semaine. On va donc s'intéresser, monsieur, au sujet, on va dire, plus ou moins intéressant dans le cas de cette autre édition. On va donc s'intéresser à cette actualité-là qui tourne donc autour du magistère de M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, avec donc la nouvelle Centrafrique dont tout le monde attend d'ailleurs et finalement qui ne viendra pas peut-être, on attendra naturellement longtemps, à la une du journal Touadéra en deux, un bilan sur fond de corruption politique et du pire au niveau donc humanitaire. Corbeau News était également en ligne cette semaine et revenait naturellement sur cette célébration donc de l'an 2 du président Faustin Archange Touadéra, titré donc sous fond interrogatif. Quel anniversaire pour les 2 ans du pouvoir du président Faustin Archange Touadéra? La parole est à qui veut la prendre. Est-ce que finalement, s'il fallait dresser le bilan à mi-parcours, ça il faut quand même le souligner, de la présidence du président du président de la République centrafricaine, est-ce que on peut conclure que c'est un bilan, enfin, plus ou moins mitigé? Oui, disons, je reconnais que le bilan est mitigé, mais il faut savoir qu'il travaille dans quelles conditions et quel est le contexte dans lequel il exerce son magistère. Il est impossible, j'ai l'habitude de répéter que nos pays sont pratiquement ingouvernables, d'autant qu'on se retrouve sous l'influence de certains mots qui sont la corruption, la malgouvernance et l'insécurité. On parlait de l'insécurité du côté du Gabon. Vous pensez qu'on peut faire des projets à terme ou alors on peut acheter des investisseurs dans des pays où on vous braque à toutes les rues, à main armée? Je ne pense pas. Or, c'est de ça qu'il s'agit en Centrafrique. Et vous verrez le paradoxe dans nos pays, la plupart des pays africains de l'espace francophone qui tombent sous le coup de la malgouvernance, de l'insécurité, de la corruption, sont des pays généralement très pourvus en ressources naturelles. Mais c'est un paradoxe. Et si ces pays, au-delà d'avoir des ressources ne profitent pas à leur population, mais en plus, il y existe l'insécurité. Pour revenir sur le cas de la RCA, je pense que le Touadéra fait ce qu'il peut. Et je crois d'ailleurs savoir qu'il y a des forces françaises qui sont stationnées en Centrafrique. Il y a des forces même de l'Union africaine qui sont stationnées en Centrafrique. Et il y a récemment un détachement de l'armée russe qui est stationné en Centrafrique pour la formation des militaires centrafricains. Avec autant de forces déployées, étrangères déployées, comment est-ce qu'on ne parvient pas à ramener la sécurité? Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que les forces déployées servent plutôt à couvrir les différents trafics qui ont cours. Alors, M. Arbadia, s'il faille naturellement un tout petit peu s'appesantir sur le magistère de M. Faustin Archange Touadéra, on a naturellement l'impression que l'un des champs majeurs sur lesquels naturellement il doit être évalué, c'est l'aspect sécuritaire de ce pays-là, qui, on le sait, est quand même divisé depuis pas mal d'années, on se rappelle. Est-ce que vous avez finalement l'impression qu'il n'est pas trop comptable de ce que vit aujourd'hui la République centrafricaine, parce qu'on se rappelle naturellement depuis l'époque Ange Félix Patassé que rien n'allait. Aujourd'hui, M. Faustin Archange Touadéra, est-ce qu'il hérite tout simplement d'un passif assez compliqué? Oui, passif assez compliqué, mais il faut aussi interroger son programme au soir de sa prise de fonction le 30 mars 2016. Est-ce que
il avait certains programmes que les Centrafricains ont voté au deuxième tour. Je crois que c'était à quelque chose comme 63% véritablement par là. Est-ce qu'il a les moyens pour asseoir ce programme? C'est à ce niveau qu'il faut interroger le contexte sécuritaire. Comme disait tout à l'heure le doyen, ce contexte sécuritaire est assez problématique. Quand Faustin Touadéra arrive, il dit qu'il vient chercher des solutions aux problèmes. Ça veut dire qu'il sait d'abord que la Centrafrique, c'est un pays problématique. C'est-à-dire qu'il y a des groupes armés quasiment dans toutes les provinces. Il y a des petits rebelles quasiment un peu de par-ci. Il y a le cardinal Zappelenga qui disait que ce n'est que Bangui qui est gouverné. Donc dans les autres pays, dans les autres villes du pays, là, ce sont que des Séléka et les autres qui font la loi. Mais naturellement, il y a des préfets qui avaient été affectés dans certaines zones et qui n'ont plus pu regagner leur poste. Donc ils sont donc restés dans leur bureau du côté de Bangui jusqu'à aujourd'hui. Mais il a clairement dit que quand ils étaient venus au Cameroun, souvenez-vous, que ce n'est que Bangui qui est gouverné à un moment donné. Et c'est problématique à ce niveau parce que on parlait tout à l'heure de la Russie a formé, je crois que c'était hier que le président Aka Touadéra il a fait une cérémonie où il y a 200 militaires des FACA qui ont été formés par la Russie, ainsi de suite. Donc il faut aujourd'hui, la Centrafrique n'a pas une armée. Est-ce que c'est ça finalement la solution, avoir une armée forte? Le réel problème aujourd'hui en Centrafrique, c'est d'abord avoir une armée forte et équipée. Une armée forte et équipée qui est capable de lutter contre tous les groupes rebelles, même si ce sont des gens... Les groupes rebelles, ce sont des Centrafricains. Mais si on va dans ce sens, si on va dans ce sens et pour tomber dans le piège de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale, parce que la France est venue dans le pays, vous avez vu que la France a violé des enfants centrafricains, l'armée française. Ça a été non du côté de la France. Mais le résultat a été quoi? Le résultat est que jusqu'à aujourd'hui, la situation sécuritaire n'a pas véritablement changé. Ça veut dire que l'armée française est arrivée ou pas en Centrafrique, ça n'a rien changé à leur cas. Maintenant qu'il y a des armées de la sous-région, du Cameroun, du Tchad, et ainsi de suite, il faille que cette armée en collaboration, même s'ils sont sous mandat de l'ONU, sans ce manque que ça devient problématique, parce qu'ils sont seulement là pour dire sécuriser la population. S'ils étaient là pour être hors d'état de nuit, les rebelles, ça devait être différent, ça devait faire en sorte que la Centrafrique devait retrouver son intégrité territoriale. Et ça, c'est ce qu'on ne dit pas maintenant à cette population locale qui est du côté de la Centrafrique. Du coup, eux-mêmes, ils sont dans le piège. À quoi ça sert qu'il y a des armées qui sont venues d'ailleurs, mais qui vous aident seulement à faire aller et venir quand il y a des gars qui peuvent s'aimer la terreur, et ainsi de suite. Ça veut dire que somme toute, c'est un jeu politique. Et ce que Akan Touadéra peut véritablement faire, c'est qu'il est mathématicien, il doit trouver une bonne solution à l'équation que la Centrafrique. C'est-à-dire qu'il doit oser à un moment, c'est de mettre sur pied une armée centrafricaine qui est forte, capable de ne pas forcément aller négocier avec les rebelles pour perdre le temps, mais d'aller simplement les terroriser, les combattre et instaurer le sang de la nation. C'est ça le pragmatisme. En tout cas, s'il a brillamment réussi ses études, on a visiblement l'impression que sur le terrain politique, ça semble être un tout petit peu compliqué. Tout à l'heure, Armand Diallo semblait remettre en cause l'existence de cette mission de maintien de la paix du côté de la République centrafricaine en appelé MINUSCA. Finalement, est-ce qu'il faille davantage s'interroger autour de leur réelle mission? Parce qu'on a visiblement l'impression que jusqu'ici, cela n'a visiblement accouché que d'une souris. La République centrafricaine est encore en proie à des vives tensions sociétales, l'insécurité est monnaie courante plus ou moins, on va dire, galopante. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de pouvoir trouver une autre formule telle que le prédisait tout à l'heure M. Armand Diallo? Oui, il faut trouver une autre formule et il revient au chef de l'État. S'il peut se créer une marge de manœuvre, de trouver la formule, il est mathématicien, il doit trouver la solution à cette équation sécuritaire qui est extrêmement difficile à résoudre. Parce qu'à côté de l'équation sécuritaire se greffe quand même l'exploitation des ressources naturelles de la RCA. Vous verrez, les zones d'insécurité sont généralement concentrées là où il y a aussi des zones d'exploitation minière. Et c'est un paradoxe, comme je le disais il y a peu. On ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce que ces forces armées étrangères font dans un pays où elles sont censées ramener la sécurité, mais pourtant l'insécurité perdure. Je pense qu'il faudrait surtout que Arkan Touadéra se retourne vers de nouveaux partenaires pour... Peut-être telle la Chine, que dis-je, le Kremlin, la Russie, la Chine, pour reconstruire son armée. Parce que la vérité, c'est que la République centrafricaine
On n'a sans doute pas un armée, on a vu quelle facilité avec laquelle Bozizé a été renversé. Mais on peut aller avec des partenaires avec la Russie et les autres pays en termes d'armement, parce que même il faut faire, si l'armée centrafricaine veut se former, il y a une école à côté qui est l'EMIA, où même Bozizé se fait former là. Pourquoi ne pas faire des partenariats entre Africains et Africains où on peut former des gens aussi et véritablement envoyer là-bas? C'est-à-dire que la Russie peut aider aujourd'hui la Centrafrique au niveau de son armement. Et s'ils ont reçu des formations, parce que le Cameroun, comme parle, a des grandes écoles en termes de formation de l'armée, ainsi de suite, que ce soit les gars de la gendarmerie, ainsi de suite. Donc moi je pense, vous avez vu comment est-ce que le Tchad voisin a une armée aussi pour terrasser. Il faut des partenariats au niveau de la sous-région pour oser. Il ne faut pas seulement que les armées africaines s'arrangent pour dire qu'on va aller chasser un chef d'État. Ils doivent se mettre ensemble pour déloger les rebelles qui sont en train de nuire à la stabilité, par exemple, d'une sous-région. Et sans seulement que c'est complexe, c'est plus une histoire du sol et du sous-sol, comme disait tout à l'heure le doyen, où toutes ces armées arrivent un peu comme les abeilles, n'importe qui essaie de piller à son niveau. Vous avez vu que l'armée française est arrivée en grand pompe, mais finalement, le résultat, c'est quoi? Ça dure des années, il n'y a rien. Voilà. D'accord, monsieur, merci en tout cas de vous prêter à cette autre édition de 7 jours en Kios, naturellement de nous prendre à l'instant. Eh bien, on va donc atterrir dans un pays très voisin, la République centrafricaine, c'est donc le Cameroun, et on va s'intéresser avec donc le magazine Horizon Nouveau qui a d'ailleurs la propriété de notre cher ami Pierre Clavacolo sur ce plateau. On revient naturellement sur les relations Chine-Cameroun à la une dans le journal. Exemple gagnant-gagnant et en pied de une, le journal fait la part belle. Un autre partenaire avec cette fois-ci la France qui dure, on va dire, désormais un siècle. Le journal nous dit donc 100 ans d'amitié franco-camerounais. Sans tabou ni trompette, en tout cas, on n'a pas fait mention du côté de la France, aussi bien du côté du Cameroun. Oui, c'est un rappel historique qui importe parce que la France est en fait arrivée au Cameroun en 1918 au lendemain de la défaite de l'Allemagne, de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, dont elle est arrivée sous le couvert de la Société des Nations en 1918. Et nous sommes aujourd'hui en 2018, mais paradoxalement, personne n'en parle. C'est comme si, voilà pourquoi on relevait que c'est sans tambour ni trompette. Je crois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de conscience, ou alors qui savent que le bilan est tellement négatif qu'ils n'osent même pas en parler. Mais nous sommes risqués à procéder à un décryptage assez sévère de cette situation et avec une comparaison avec les autres partenaires au développement. Voilà pourquoi nous parlons d'un anniversaire sans tambour ni trompette. Avec Armand, est-ce que finalement, peut-être pour revenir naturellement sur ça, le journal parlait naturellement de relations Chine-Cameroun. On a vu le président Biya qui était du côté de la Chine. Et vendredi, d'ailleurs, on essayait de brosser un tout petit peu cette coopération Chine-Cameroun qui semble s'intensifier. Beaucoup pensent d'ailleurs que la Chine met désormais la France hors jeu. Il faut davantage s'interroger sur le partenariat de la Chine et le Cameroun, parce que moi je pense que la France et le Cameroun c'est comme un père et son fils. Donc la Chine qui a des éléments palpables, si on peut véritablement dire sur le terrain, la une du journal est savamment quasiment un peu, c'est bien mené, d'autant plus que ce que Paul Biya va chercher en Chine, ce sont des partenariats concrets. La Chine aujourd'hui fait énormément dans un pays comme le Cameroun, construction de l'autoroute Douala Yaoundé, construction des stades par-ci par-là, on en citait tout récemment. Donc la Chine, c'est ce pays qui fait ce qu'on peut appeler, où les réalisations sont palpables, si on peut véritablement le dire, dans la quasi-totalité des pays africains où elles nouent des relations. La Chine n'est pas là pour juger si vous êtes démocrate ou véritablement pas, parce qu'elle-même n'est pas un pays démocratique. Vous avez vu que Xi Jinping lui-même a levé le verrou de la limitation des mandats, mais ce qui importe, c'est le développement de ce pays. Est-ce que la Chine aujourd'hui, c'est un pays qui est développé? Oui, même si ceux qui font dans l'indice de développement disent que c'est un pays en voie de développement, mais la Chine aujourd'hui, pour moi, c'est la plus grosse économie du monde, parce que tout ce qu'on consomme quasiment dans le monde entier est chinois. Donc, on en déplaise. Le Cameroun, comme les autres pays africains, gagnerait à copier ce modèle. Comment est-ce que ce pays qui était dans les années 60,
pour les indépendances des pays francophones, qui commandaient, et ainsi de suite. Comment est-ce que ce pays a véritablement fait aujourd'hui pour quitter du géant au pied d'argile à un géant que le monde craint? Donc, il faut que les pays africains doivent copier le bon exemple. L'exemple, si vous allez voir dans les capitales économiques africaines où une Chinoise t'approche, elle vend le téléphone, elle a un parapluie, elle se promène quasiment un peu. Donc, elle est décomplexée et ainsi de suite. Or, quand vous voyez un jeune aujourd'hui dans les rues africaines, lui rêve seulement d'aller mourir dans les eaux parce qu'il a vu des images qu'on a projetées venues d'ailleurs. Il ne sait pas que l'Eldorado peut être véritablement son pays. Donc, il faut copier l'exemple chinois. Copier l'exemple chinois aujourd'hui pour mieux avancer. Ce que les chefs d'État vont là-bas, on a vu le président camerounais qui était, je crois que c'était dans un avion. Oui. Le CN919. Effectivement, il doit davantage envoyer des ingénieurs camerounais pour aller se faire former en Chine, pour tricher la technologie chinoise et venir l'appliquer ici localement. Les autres chefs d'État doivent aussi faire à ce niveau parce qu'ils s'ils attendent ce qu'on appelle tout le temps transfert de technologie. Il y aura toujours problème. Ça ne doit jamais arriver. D'accord, merci à vous, mes chers monsieur. On va s'intéresser à notre dossier. On me fait signe que Alex Gustave Azebazé, directeur de publication pour le journal Messager, est allié. Alex, on s'intéresse davantage au dossier à Tanganakuna ce soir, avec donc Mediafrique 24 qui était en ligne cette semaine, en quelque temps pour moi, cette semaine a fait donc Basile Tanganakuna, le vicaire de Mokolo libéré, retient le journal interpellé puis gardé à vue pour son rôle présumé qu'il aurait d'ailleurs joué dans la cavale de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie. Le prélat aurait été libéré sous caution grâce à l'intervention de l'archevêque métropolitain de Yaoundé. C'est quoi finalement ce problème avec le vicaire de Mokolo qui a donc été libéré par la justice camerounaise, mon cher Gustave? Bonsoir, bienvenue. Bon, je profite pour dire bonsoir aux téléspectateurs de d'Afrique Média. Je n'ai pas une voix très bonne ce soir parce que je suis un tout petit peu grippé, j'ai attrapé un coup de froid. Mais bon, je pense que je vais essayer du mieux. Nous, en fait, nous, qu'est-ce que l'affaire Tanganakuna, comme vous l'appelez, a retenu à nouveau notre attention cette semaine, mais par une voie à laquelle nous attendions le moins. C'est-à-dire que nous avons appris que l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie avait bénéficié de l'hébergement par le vicaire de Mokolo, qui se trouve dit en passant, être un de ses parents. Et il a bénéficié de son hébergement pendant 3 jours. C'est-à-dire donc, pendant la période où nous étions tous à le rechercher, à ne pas savoir où il se trouvait, pendant qu'on annonçait sa fugue, il était, selon nos informations, gardé, protégé par le vicaire de Yaoundé. Et sur cette base-là, lorsque finalement il est sorti du Cameroun, bon, par des voies, donc le fin mot n'est pas encore clairement établi à ce jour, parce qu'il y a tellement de versions qui circulent. Nous, au Messager, nous avons choisi de ne pas trop nous aventurer sur les versions, parce que aucune autorité ne communique sur cette question, ce qui, de notre point de vue, est déjà un grave déficit. Quand je parle d'une autorité, je parle principalement du procureur du procureur général du TCS ou du procureur de la République, si c'est de la tentation d'évasion, de la tentative d'évasion dont on parle. Donc, nous avons traité ce rebondissement qui, je vous le dis, était inattendu. Inattendu parce que on a beau dire tout ce qu'on veut, mais le regard que la société a des hommes d'église, c'est que on pense que c'est des personnes à l'éthique assez élaborée, assez avancée. La plupart d'entre eux, même quand ils ne sont que vicaires, c'est-à-dire le premier stade du clergé catholique, c'est quand même des gens qui ont des études universitaires, notamment où l'éthique et l'intégrité, la morale est un pas extrêmement important de leur formation. Donc, on apprend qu'un prêtre a hébergé une personnalité connue, pour laquelle la presse avait diffusé énormément, même si c'était de manière officieuse, aucune communication gouvernementale n'a été faite. Je le précise encore,
avait diffusé de manière régulière, en tout cas nous, messagers, on a diffusé au moins 3 ou 4 fois des informations relatives à son interdiction de sortie du territoire. Et donc nous ne pouvons pas penser ou imaginer, malgré les réserves que je viens de mettre par rapport à la communication gouvernementale, que ce prêtre-là ne savait pas qu'il était interdit de sortir et qu'il est gardé jusqu'à ce qu'il soit pris en main par un certain nombre de cercles dont on cite un officier de la gendarmerie ou des officiers de la gendarmerie, en tout cas pour l'instant. Je dis, je ne m'étends pas sur cette question-là parce que j'ai écrit un éditorial lorsque il a été annoncé l'arrestation au Nigeria de M. Ataranakuna. Je dis, en tout cas pour le messager, que nous ne disons pas bravo à cette évolution. Pourquoi nous disions cela? C'était dans le journal de vendredi dernier, que nous ne disons pas bravo parce que nous ne pouvons pas comprendre que notre système de sécurité et de surveillance et donc même de renseignement n'est pas plus, alors que de manière formelle, des notes de sécurité étaient diffusées attirant l'attention sur la situation de cette personnalité et bien entendu d'autres, que cette personnalité ait pu quand même se retrouver hors du territoire camerounais, de sorte qu'on ait à dépenser des sommes importantes pour affréter un avion, pour sans doute payer des missions, pour qu'on aille au Nigeria, le rechercher, le récupérer, le ramener au Cameroun, au moment où, précisément, on poursuit tous ces gens-là pour atteindre à la fortune publique, en tout cas ce qui est, du point de vue de la Convention de Mérida, considéré comme étant de la corruption. Donc nous ne comprenons pas que cette personnalité-là ait pu quand même sortir du territoire camerounais. Et il est important, ça peut-être je vais sortir par ce point, naturellement, que toutes les responsabilités soient tirées à quel que soit le niveau où ça se trouve. Parce que voyez-vous, l'un des objectifs d'une opération comme celle que l'État du Cameroun mène doit être la recherche de la crédibilisation des processus publics autour des actions de l'État et du gouvernement. Mais si l'on voit que pendant qu'on dit, on interpelle les gens à gauche, à droite, ou on lance des mandats d'interdiction de sortie du territoire à gauche et à droite, même au sujet des personnalités qui représentent encore l'État du Cameroun. Vous connaissez au moins le cas de 2 recteurs, ou d'un recteur et un doyen qui sont en fonction et qui sont interdits de sortir du territoire. Vous connaissez le cas d'un certain nombre de dirigeants de communautés urbaines ou de communes qui sont en ce moment plus ou moins sous investigation à tout le monde policier de la police judiciaire spéciale, du tribunal criminel spécial. Donc, que pendant que tout cela se passe, que des personnes qui ont des liens avec l'État ou des services qui ont des liens avec l'État puissent organiser ou accompagner ou couvrir l'expatriation ou l'exfiltration d'une personnalité, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc il va falloir absolument que à défaut que ces gens-là, qui étaient en charge d'assurer la surveillance ou la surveillance, parce qu'en espèce, quand on lance un mandat comment je vais dire, une interdiction du territoire, la conséquence immédiate, c'est qu'on met les moyens nécessaires pour surveiller les mouvements de dites personnalités. Naturellement. D'accord. Donc, de ne l'avoir pas fait est une faute extrêmement grave. On ne peut pas considérer que c'est un simple dysfonctionnement. C'est une faute extrêmement grave qui, si elle n'est pas consécutive à la corruption des services, si on considère que c'est juste un dysfonctionnement, nous devons nous inquiéter, notamment sur la capacité de nos services de sécurité et de renseignement à protéger nos frontières, à protéger, surtout pour des personnes, je dis bien, qui sont connues. D'accord. Qui sont connues. Vous et moi, si la police veut nous suivre, elle ne perd pas du temps, elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour nous suivre. Nous, jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas comment il a été possible que un ministre ou un ancien ministre qui était connu, parce que en plus, il ne passait pas inaperçu, qu'il ait pu se retrouver et donc
l'État du Cameroun a été ridiculisé. D'accord. Et quand je parle de l'État du Cameroun, je ne parle pas de M. Biya ou je ne parle pas de tel individu. Je parle de notre État à nous. Parce que, voyez-vous, la conséquence, c'est que les partenaires du Cameroun, nos amis, disent, mais dans votre pays, quelqu'un peut être mis sous surveillance, comment je dis, sous surveillance, et disparaître aussi facilement que cela. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord, merci. Et notre combat et notre bataille, c'est tout faire, tant que nous en avons la possibilité, pour que l'image du Cameroun soit le moins possible salie, en tout cas par les actes ou les omissions des services publics qui ont chargé et mandat d'assurer un ensemble de responsabilités. D'accord, merci. En tout cas, mon cher Alex Gustave Azé pour ces éclaircies autour donc, de la question relative notamment à ce dossier ou alors cette affaire à Tangnakouna et donc cette libération donc, du vicaire de Mokolo. On va parler tout autre chose, mais il nous reste quasiment 30 minutes, le temps quasiment d'écumer toute la presse du côté de l'Afrique centrale avant d'aller en Côte d'Ivoire retrouver donc M. Yacouba Yavé qui probablement va nous rejoindre dans un court instant. Opération épervée, donc le cas de l'université de Douala, les deux précédents avec donc le quotidien Le Jour qui était naturellement en kiosque cette semaine. Opération épervée, le cas de l'université de Douala qui est quand même un cas assez intéressant parce qu'on a quasiment deux anciens recteurs qui ont été épinglés, M. Bekalo et le professeur Dieudonné Oyono. Est-ce que finalement diriger une université comme celle de Douala peut désormais être assez compliqué? Bon, ça peut pas être compliqué si on a ce qu'on appelle le sens de la gestion de la fortune publique. C'est-à-dire que Bruno Bekolo est économiste. Je ne connais pas quelle est la formation de M. Yono qui l'a remplacé, mais je sais quand même qu'il est surtout épinglé dans le cadre de quand il était président de ce qu'on appelle, c'était une commission de la bonne gouvernance. Ouais. Oui, c'est véritablement cela. Parce qu'il succède Bekolo à l'université de Douala quand Bekolo a traîné énormément des casseroles. Parce qu'il traîne des casseroles, parce qu'il a aussi mis long à la tête de cette institution. Du coup, quand on met long... On devient rebelle. Pas forcément rebelle, c'est-à-dire qu'on prend comme si c'était la gestion d'une maison, il ne faille pas le rénover de temps en temps. C'est un brillant économiste. Maintenant, comment est-ce qu'il a pu être englué dans des affaires de détournement de fonds, ainsi de suite. Quel est l'exemple que lui-même donne à ses gestionnaires qu'il a formés, notamment à l'ESSEC? Là, ça devient problématique. Et il faut surtout interroger ce qu'on appelle la probité morale de nos fonctionnaires. Si tu veux être riche, tu peux aller dans la fonction publique, par exemple. Vaudrait mieux tu vas aller au niveau du privé. C'est un paradoxe dans des pays... Dans ce pays-là, c'est un véritable paradoxe. Ceux qui sont dans la fonction publique sont plutôt très nantis. Paradoxe dans les pays africains, ce n'est pas une réalité essentiellement camerounaise. D'accord. Même au Gabon, comme on parlait tout à l'heure, même en Côte d'Ivoire. Donc la majorité des pays africains, surtout francophones, les fonctionnaires sont des gars immensement riches qui ont des immeubles par-ci par-là. On prenait tout récemment le cas de Fouet Boigny en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il voulait créer une nouvelle ville. Il appelle ses ministres, il dit que vous savez que vous avez détourné. Moi, j'ai détourné n'importe qui, voilà, à Yamoussoukro. Vous mettez des immeubles. Ça, c'est des anecdotes qu'on raconte, que les doyens racontent, ainsi de suite. Donc, il faut former une nouvelle classe des Africains qui ont ce qu'on appelle le sens de la chose publique, qui ont le sens du bien-être, qui ne peuvent pas simplement s'accaparer tout le bien du peuple pour eux et pour leur famille. Là, ça devient véritablement problématique. D'accord. Un mot peut-être avant d'aller retrouver Yacouba qui s'impatiente sur ce cas donc de l'université de Douala, partager totalement l'avis de M. Armand Diallo. Oui, je partage l'avis de mon jeune confrère. Je crois qu'il y a quand même un point qu'il faut relever, c'est au niveau de l'éducation, même à la base. J'ai comme l'impression que, parce que quand vous voyez tous ceux qui sont accusés de malversation, d'actes de prévarication, ce sont quand même des gens qui ont fait de très bonnes études et qui ont même été brillants durant leur cursus scolaire universitaire. Mais le problème, c'est comment se passe-t-il qu'ils ne jouissent pas d'une probité morale? Ça suffit qu'il faut aller chercher ça dans les programmes de formation. Il faudrait peut-être qu'on enseigne le respect peut-être la morale dans le et qu'elle soit introduite avec coefficient. Parce que sinon, on les mettrait en prison. Je vous disais l'autre jour, c'est une anecdote que je racontais. Quelqu'un me disait, quelqu'un rappelait un ami dans une boîte de nuit, un fils d'un prisonnier de luxe. Il disait que non, écoute, l'agent de papa n'est pas en prison.
c'est papa qui est en prison. Donc vous imaginez, il en jouit, il en fait, il est fier de dire que l'agent de papa n'est pas en prison, alors que c'est l'agent des Camerounais qu'il est en train de bousiller dans une boîte de nuit. D'accord, on va aller du côté de l'Afrique de l'Ouest et c'est probablement par là qu'on sortira en Côte d'Ivoire avec le quotidien l'Inter. En attendant probablement d'avoir Yacouba Yavé avec donc le quotidien l'Interpolitique nationale des militants du FPI se dresse contre Afi et Sangaré, titre donc le quotidien l'Inter. Restons en Côte d'Ivoire avec donc le quotidien Abidjan qui était naturellement en kiosque cette semaine après donc l'échec de la médiation à Zurich, nous dit le quotidien d'Abidjan cette fois-ci qui est naturellement en kiosque. Mauvaise humeur donc à la FIFA et indignation à Abidjan. Décryptage donc d'un combat contre la prise en otage du football ivoirien. C'est ce que nous révélait quasiment cette semaine le journal Le Quotidien d'Abidjan qui est probablement en kiosque. Et au Burkina Faso, on l'a dit, avec le pays revenant sur la fête donc, de la résurrection de Christ selon le pasteur Mamadou Karambiri. Si Pâques est négligé, ce sera grave pour les chrétiens. Fin de citation, en tout cas l'intégralité de sa déclaration à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Pays et sortant donc au Sénégal, détenu depuis quelque temps pour des faits de détournement et bien de près de 1,8 milliard de francs CFA à la caisse d'avance du côté donc de Dakar. Le maire de Dakar condamné pour escroquerie, faux et usage de faux, à la une donc du quotidien. Vendredi 5 CINQ pour Khalifa. Libération est revenue également sur cette grande actualité du côté donc du Sénégal et parle à sa une d'une lourde condamnation du maire de Dakar et retient donc à sa une un quinquennat pour Khalifa Sall. Et au journal de préciser d'ailleurs qu'en plus de sa condamnation à 5 ans de prison, le tribunal a ordonné la confiscation totale de ses biens, tel qu'on le voit d'ailleurs ce matin le quotidien Libération. Alors vendredi, doyen d'âge, on en était là pour statuer sur le délibéré naturellement de ce procès-là finalement. Monsieur Khalifa Sall qui s'en sort avec 5 années de prison ferme et tous ses biens gelés du côté du Sénégal. Pour eux, c'est une justice, on peut dire aujourd'hui objective, sénégalaise. Une justice qui a des soubassements politiques ne saurait jamais être objective ni impartiale. Le cas de Khalifa Sall, vous vous rappelez que c'est un challenger de l'actuel président sénégalais et il a fallu il aurait dû faire très attention pendant la gestion de la commune de Dakar parce qu'on atteint un certain niveau d'ambition. Je ne sais pas pourquoi nos hommes politiques ne retiennent pas cette leçon. Ça se passe toujours partout en Afrique, ou que ce soit au moins là, ça se passe partout en Afrique. Et même dans le monde, il faut éviter de traîner des casseroles. Il a traîné des casseroles, ces casseroles le rattrapent. Est-ce qu'elles sont aussi gravissimes que l'on estime? Ce n'est pas là la question. La question est d'éviter d'entraîner pour éviter justement de se voir, de se retrouver abattu en plein vol comme c'est le cas. 5 ans de prison ferme, c'est quand même beaucoup d'années, ça fait un mandat. D'accord. Armand, j'allais finalement carotte cuite pour M. Khalifa Sall. 5 ans, oui, mais c'est au niveau de la confiscation, tout c'est bien que c'est problématique. Est-ce qu'avant qu'il n'arrive à la mairie Dakar, il avait une vie? Donc on ne peut pas dire quasiment que tout ce qu'il a volé au niveau... Si la justice dit qu'il a volé, que tout ce qu'il a... Sauf que, bon, on parle quand même de près de 1,8 milliard de francs CFA. Est-ce que si finalement tous les biens de M. Khalifa Sall sont au-delà de 1,8 milliard de francs CFA, ça fait quand même problème. Mais il a, à côté de ça, il avait les autres activités connexes. Voilà. Si c'est une justice véritablement pour régler les comptes, comme le doyen dit, c'est que c'est problématique. On ne peut pas arrêter tous les biens d'un monsieur parce qu'il a été maire dans une commune, c'est à Dakar. Donc, à côté de ça, quand même, il a ses biens qu'en arrivant au niveau de la commune qu'il avait déjà un peu mis de côté. Si c'est un procès, comme lui-même le dit, pour le mettre de côté parce qu'il a un adversaire politique pour M. Ouad, pour Macky Sall, qui est là, ça devient problématique. Mais si ça avait véritablement qu'il a volé au niveau de la mairie de Dakar, ça veut dire que le procès est salutaire. Ce sera un exemple pour la quasi-totalité des maires en Afrique qui pensent que quand ils arrivent dans ces différentes communes de territoires décentralisés, ils prennent pour faire comme si c'était leur chefferie et qui ne sont pas là pour servir, parce qu'ils sont là pour servir la population locale. Un monsieur ne peut pas arriver, tout ce qu'il y a à la commune, peut-être ça sert seulement à sa famille. Il ne construit pas des routes bien faites, il ne met pas des adductions d'eau, ainsi de suite. Il ne trouve pas un système de santé au niveau local qui est propre à la population. Il ne vidange pas, par exemple, les caniveaux dans les pays où il n'y a pas ce qu'on appelle les communautés urbaines, parce qu'on estime quand même que
s'il est le maire d'une grande ville comme Dakar, Dakar a beaucoup de priorités. Et qui dit beaucoup de priorités en termes d'aménagement urbain, dit aussi beaucoup de milliards. Sûrement, s'il n'a pas travaillé dans ce sens et qu'il a cru que l'argent du peuple, c'était son argent privé, il a mis de côté, c'est problématique. Mais Armand, je vous comprends très bien, mais sauf que si beaucoup de personnes ont un tout petit peu émis l'idée de savoir que cette justice sénégalaise n'était pas totalement libre, il y a peut-être un problème en matière à s'interroger sur ce verdict rendu sur M. Khalifa Sall. Il n'y a aucune justice qui est libre au monde. C'est la justice des hommes. Il n'y a que la justice de Dieu qui est véritablement libre. Encore quand même Dieu lui-même est jaloux. C'est pour ça que quand tu ne crois pas lui, tu t'envoies en enfer. Donc, c'est au jugement dernier. Si on parlait quasiment un peu dans le sens de la Bible que nous on lit. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que il y a quand même des soubresauts. Khalifa Sall, à un moment, c'est que lui-même au niveau de la mairie, il n'a pas été trop clean. Maintenant, s'il y avait des deals politiques avec Macky Sall, et qu'à un moment, il a voulu se passer lui-même pour le boss, et que le plus fort est écrasé, c'est ce qu'est la politique. En politique, c'est le plus fort qui écrase. La justice est toujours sur les ordres de celui qui gouverne. Dans les places, même ce qui se passe en France actuellement, c'est le de compte. D'accord, merci. À vous, Armand Diallo, doyen d'âge, peut-être un mot définitif pour sortir de cette émission. On rappelle qu'on a quasiment écumé toutes les unes retenues naturellement pour cette autre édition de 7 jours en kiosque. Depuis le début, que cette actualité, quand on parle de cette actualité, moi je voyais Khalifa Sall en train de se ramasser avec une peine d'emprisonnement lourde. Donc vous n'êtes pas surpris? Je suis nullement surpris, il fallait s'y attendre parce qu'en politique, comme le disait Armand tantôt, les erreurs de l'adversaire payent très cher. Et quand vous voulez vous lancer en politique, c'est partout dans le monde, c'est la même chose partout dans le monde, encore que dans nos pays, on dispose pas des services de renseignement assez pointus pour pouvoir te surer depuis ta naissance. Mais si jamais pendant ton parcours, quelqu'un peut avoir de toi des informations compromettantes et qu'il les balance, il faudrait bien que celle-ci, parce qu'on ne peut pas s'amuser avec la gestion politique d'un pays. Si vous n'êtes pas propre, ça ne sert à rien de prétendre à la gestion, de prétendre à la magistrature suprême d'un pays. Sinon, vous ne serez jamais. On parlait tout à l'heure du procès Bekolo, qui a été quand même recteur d'une grande université et qui est agrégé en économie. Vous pensez que ces anciens étudiants ne doutent pas un peu de lui là? Il y a quelque chose qui s'installe, ce doute-là s'installe, parce que s'il a pu en arriver là, même si c'était parce qu'il voulait simplement flatter son ego démesuré, ça pose problème. Ça pose problème au niveau de la qualité des enseignements même qu'il a dispensés à ses étudiants. Et demain, si l'un des étudiants se retrouve également dans la même situation, il faut l'entendre. Les mêmes causes ont produit naturellement les mêmes effets. Merci en tout cas, mes chers messieurs, d'être venus, de vous être prêtés à ce jeu quasiment particulier et assez sensible de tous les dimanches lorsqu'il est quasiment là. Merci Armand d'être venu ce soir. Merci infiniment. Je remercie aussi tous vos téléspectateurs qui nous ont savamment suivis ce soir. Donc, c'est un plaisir et beaucoup de courage à cette chaîne qui fait de son mieux pour asseoir ce qu'on peut appeler dans l'univers en Afrique une Afrique nouvelle, une vision d'une Afrique véritablement nouvelle. Il ne faut pas simplement rester dans les invectifs, il faut chercher à évoluer. Et c'est ce que fait d'ailleurs l'Afrique a besoin aujourd'hui. Et c'est ce que fait d'ailleurs Afrique Média. Merci doyen d'âge d'être revenu encore une fois de plus ce soir. Allez, en tout cas, le plaisir est toujours de vous avoir sur ce plateau. Oui, merci à vous tous et surtout un gros merci à nos milliers de téléspectateurs dans le monde et au-delà qui ont consacré de leur temps pour nous suivre encore ce soir et nous leur donnons rendez-vous demain, quasiment, dans la grande tribune. Allez, messieurs, merci de nous avoir religieusement suivis depuis vos domiciles. Et bien, ce sera donc tout pour cette autre édition de 7 jours en kiosque dont nous avons d'ailleurs eu le plaisir, le privilège de vous livrer cette autre édition de l'information telle que traitée naturellement par nos confrères de la presse écrite, presse cybernétique et même quelques journaux en ligne. Le rendez-vous étant donc pris pour demain lorsqu'il sera quasiment 6 heures dans le cadre de la grande messe de la revue de presse africaine sur votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, l'information en continu sur la chaîne panafricaine. Très bonne soirée, que Dieu vous bénisse.